Bonjour, je suis Myriam Yaimi, psychanalyste à Montpellier et je viens aujourd'hui vous parler du syndrome du jumeau perdu. Beaucoup de personnes vivent une vie affective un peu chaotique avec des ruptures et des réconciliations à répétition ou des relations très fusionnelles qui s'arrêtent brutalement sans explication de la part de l'autre, qui plongent la personne concernée dans d'effroyables souffrances, comme si l'autre était mort. Il y a vraiment cette sensation de vivre un deuil, mais réel, comme si la personne était morte. Alors après quelques petites recherches pendant une vingtaine d'années, j'ai découvert qu'il existait un traumatisme dont on parle peu. On commence un peu à en parler dans les cabinets psy. Ça s'appelle le syndrome du jumeau perdu. Alors, avec le transfert quantique, j'ai pu explorer un peu dans l'inconscient même la réalité de ce phénomène. Il semblerait qu'il y ait 73% des grossesses qui commencent à 2, le premier mois. Alors, beaucoup de mamans n'ont pas la conscience ou la connaissance de porter des jumeaux le premier mois, puisqu'on fait en général un test de grossesse à l'issue du premier mois quand on n'a pas ses règles. Donc pendant ce mois-là, il s'en passe des choses. Alors en obstétrique, on appelle ça les jumeaux fantômes, pour celles qui ont un suivi très précoce lié à des pathologies déjà existantes chez la maman. Et quelquefois, et fréquemment d'ailleurs, beaucoup de femmes en début de grossesse perdent du sang, s'affolent et courent chez leur gynéco en disant « j'ai perdu du sang, j'ai peur d'avoir perdu mon bébé ». Et après échographie, il s'avère que non, le fœtus est toujours là. Cependant, il y en a un autre qui est parti, qui a été évacué. Alors évidemment, s'il y a eu saignement, c'est que les poches étaient différentes. Sinon, s'il y avait saignement et une ouverture de l'utérus, les deux partiraient, comme dirait l'expression, avec l'eau du bain. Donc quand il y a un saignement en début de grossesse, le premier, deuxième mois jusqu'au troisième mois, non identifié et que l'autre fœtus reste là, il y a 10 ou 20%, entre 10 et 20% des fœtus restants qui vont développer un traumatisme de séparation lié à cette perte gémellaire. Alors le problème de la perte gémellaire, c'est que ça n'est pas la perte du double, mais c'est la perte de son propre narcissisme, de sa propre existence. C'est un peu comme dans les phénomènes de dépersonnalisation, où la personne se regarde dans le miroir, elle ne s'y reconnaît pas. C'est ça, en psychose, la dépersonnalisation. On va dire que dans le principe gémellaire, alors quand c'est dans des poches différentes, c'est différent que quand c'est dans une même poche, parce que le décès du fœtus in utero dans la même poche va donner lieu à ce qu'on appelle l'ingestion du jumeau perdu. Alors quand on dit j'ai mangé mon jumeau, c'est pas à table avec des fourchettes, des cuillères, des couteaux et une assiette. C'est une expression, c'est symbolique, en tout cas c'est très métaphorique, parce que, et en même temps pas, parce que le jumeau fœtus décédé, dans son amas de cellules, va se dissoudre dans le liquide amniotique et effectivement peut passer par les voies orales du jumeau restant. Il y a aussi une façon de matérialiser son jumeau perdu dans la même poche, c'est d'avoir ce qu'on appelle un tératome. C'est un kyste à l'intérieur du corps du jumeau restant, enfin du fœtus restant, qui va contenir des cellules souches qui vont développer des cheveux, des ongles et des dents. Voilà, ça, ce sont les cellules souches qui vont continuer à se développer, faire un petit kyste qui, en général, pour les femmes, se trouve pas très loin des ovaires, de l'utérus, et quelquefois, pour les hommes, va carrément migrer dans le cerveau ou dans d'autres parties, mais il n'y a pas véritablement de lieu précis d'enquistement de ce résidu de jumeaux. Et il y a quelquefois traumatisme ou il n'y a pas traumatisme, et quelquefois
Des personnes se font retirer ce kyste et font une dépression. Alors c'est marrant parce que j'ai observé que ce retrait de kyste se fait souvent à 18 ans ou vers 20 ans en tout cas. Et dans le syndrome du jumeau perdu, on va retrouver aussi comme élément récurrent la perte d'un meilleur ami brutal, la perte d'un conjoint brutal vers entre 18 et 20 ans, même dans un mariage, la perte d'un conjoint brutal. Et il n'y a pas d'agonie ou de maladie longue, c'est toujours exactement comme dans l'utérus, c'est-à-dire que c'est brutal. Le cœur s'arrête, il n'y a pas de phase de sas, de maladie longue, etc., puisque ça ne se passe pas comme ça dans l'utérus, et que c'est comme c'est une répétition de ce trauma initial, ce trauma archaïque, on va retrouver un peu la même forme brutale et aussi violente, émotionnelle. Alors ce qui est terrible, c'est de s'imaginer qu'un fœtus peut engranger ou introjecter une souffrance aussi immense que celle d'un adulte qui vient de perdre la personne qu'il aime le plus au monde. Alors, on a tort de minimiser les amours d'enfants, les amours d'adolescentes aussi, parce qu'il n'y a pas différentes façons d'aimer. C'est vrai qu'il est important de réfléchir à l'origine, à la genèse de l'amour, c'est-à-dire à partir de quand on est capable d'aimer, à partir de quand on est incapable de penser. Et je vous assure que ce n'est pas à partir de 3 ans ou 4 ans, comme je l'entends souvent, mais c'est originel. Voilà, on a été aimé, on est aimé avant d'exister au monde, puisqu'on existe déjà de manière intra-utérine et que la vie utérine est, il ne faut pas l'oublier, une vie à part entière. La conséquence de la perte gémellaire traumatique va créer chez les individus une recherche, une quête de l'amour. Alors, où c'est l'amour impossible quand on n'a pas réglé son trauma d'origine, parce qu'on va répéter ces relations extrêmement fortes, fusionnelles, qui terminent en échec. Alors, dans le domaine de la spiritualité, dans la littérature spirituelle, on parle de flammes jumelles. Moi, je pense que les flammes jumelles ne sont que l'expression de cette perte traumatique gémellaire qui est rejouée, parce que on s'aime plus que tout, on est fusionnel, mais on ne peut pas être ensemble. On se déchire et ça crée sans arrêt ce mouvement ensemble, pas ensemble, ensemble, pas ensemble, où on a l'impression et la conviction profonde d'avoir rencontré l'âme sœur, mais que ça colle pas. Voilà. Donc pour que ça puisse coller, justement, il faut absolument déprogrammer ce trauma initial in utero qui va s'accentuer après la naissance, parce que quand vous changez de monde, c'est-à-dire du monde aquatique au monde aérien dans votre venue au monde, vous perdez absolument tout espoir de retrouver ce jumeau perdu. Et ça cristallise pleinement le traumatisme. Donc on va avoir des bébés qui pleurent beaucoup, des bébés qui sont dans les bras tout le temps, voilà, qui veulent retourner un peu dans cet état utérin, enveloppé par les bras de maman ou de papa, qui remplace un peu la posture de confort et de sécurité utérine dans l'utérus. Mais il ne s'agit pas là d'un caprice. Moi, ça me fait un peu mal au cœur quand j'entends des parents dire qu'un bébé fait des caprices. Non, ça ne nous viendrait pas à l'idée de voir quelqu'un qu'on aime qui fait une crise d'angoisse, de l'enfermer dans une pièce en disant il va finir par se fatiguer et s'endormir. Je trouve ça absolument cruel. Voilà, et bon, c'est comme ça qu'on pratique depuis des générations, parce que on va dire que la pensée du bébé date de Dolto, et qu'aujourd'hui, bon, moi je pousse un peu plus loin sur la pensée du fœtus, sur toute la vie utérine vécue comme émotionnellement de la même manière qu'un adulte, et une façon d'appréhender l'environnement et le monde de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas parce qu'on ne peut pas s'exprimer verbalement qu'on est idiot ou qu'on ne comprend pas. Quand vous avez des maladies de type Hawking syndrome, alors Stephen Hawking c'est un très bon exemple, hein. Il était enfermé dans son corps et pourtant il faisait partie des types les plus intelligents de la planète. Donc il ne faut pas se méprendre et penser que
sous prétexte qu'un être, c'est comme les animaux et les plantes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles ne s'expriment pas verbalement comme nous les humains qu'elles n'en pensent pas moins. Voilà. D'ailleurs, on dit souvent que certains animaux, il leur manque plus que la parole. Alors, dans la conséquence de la perte traumatique du jumeau, on va retrouver cette hypersensibilité systématique qui est caractérisée par une hypersensibilité sensorielle, hein, c'est-à-dire que les sens sont extrêmement accrus. Alors dans certains cas, pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, on peut parler d'hyperesthésie. Donc l'hyperesthésie, c'est les sens humains poussés un peu à leurs extrêmes, c'est-à-dire hyperacousique, hypermétrope. Les gens qui ont la mémoire absolue, l'oreille absolue, le toucher absolu, l'odeur absolue, le goût, tous ces sens biologiques sont extrêmement développés. Et il faut bien se dire que l'hyperstimulation, alors si vous voyez des enfants mettre les mains sur les oreilles quand ils sont petits, il faut faire très attention parce que ça veut dire que le volume d'une manière générale est un peu trop fort pour eux et qu'il est peut-être judicieux d'aller consulter un ORL pour faire des tests auditifs pour savoir si votre enfant n'est pas hyperacousique. Alors, dans la perte gémellaire, on peut retrouver aussi l'orientation homosexuelle qui coule de source, bien évidemment, parce que si j'ai perdu ma jumelle, l'amour de moi, puisque l'homosexualité repose toujours sur un retour narcissique, si j'ai comme modèle que ma propre image, il n'y a aucune bizarrerie ou aucune étrangeté à vouloir refaire ce couple de moi et mon autre moi. Voilà, que ce soit garçon ou fille. Dans ces cas d'homosexualité, on va observer que chez les garçons, il n'y a pas du tout de traits ou de caractère très féminin. C'est pas, voilà, il n'y a pas de féminisation de la personne. Le garçon est tout à fait un garçon et qui va chercher un autre garçon qui est tout à fait un garçon sans excès de féminisation. Et d'ailleurs, il y a de fortes probabilités qu'en général, ils se ressemblent même physiquement. Voilà, donc voilà, ça c'est une des conséquences de la perte gémellaire traumatique. Ça peut être retrouver son jumeau perdu au travers d'un double. Dans le profil des personnes qui souffrent de ce syndrome du jumeau perdu, il y a deux mouvements à observer. Il y a dans un premier temps l'acceptation de la mort du jumeau et dans un deuxième temps l'acceptation de l'amour du jumeau. Puisque sinon, la fréquence émise émotionnellement va être inéluctablement « je n'accepte pas la mort de mon jumeau », « je n'accepte pas l'amour de mon jumeau », puisque si vous naissez alors que la personne que vous aimez le plus n'est pas venue au monde avec vous, vous allez éventuellement développer une névrose du survivant, donc une grande culpabilité à exister. Et là, on va voir énormément de syndrome de l'imposteur émerger chez les hypersensibles, en tout cas dont l'hypersensibilité est une conséquence de la perte gémellaire, c'est-à-dire des gens qui vont bien voir que émotionnellement, ils sont très à fleur de peau, intellectuellement, ils sont un peu plus hauts que la moyenne, et puis dès qu'on se dit qu'on est un petit peu plus perspicace que la moyenne, on se ravise immédiatement en se disant pour qui tu te prends, t'es pas mieux que les autres, pourquoi tu dirais ça, etc. Et en fait, on se rabaisse en permanence. Toutes les personnes à l'extérieur sont idéalisées par nécessité, parce que les hypersensibles ont cette tendance à l'idéalisation parce qu'ils sont d'une innocence implacable et que du coup, quand ils se mettent à investir affectivement une personne, il y a cette nécessité d'améliorer les traits, d'idéaliser, donc on va attribuer à la personne qu'on aime des qualités qu'il n'a pas. Et malheureusement, ça conduit inévitablement à la déception. Donc le système d'idéalisation est un mécanisme de défense qui permet de bien vivre, mais comme c'est un mécanisme de défense, ça sous-entend que ça va être à votre dépens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme différence entre admirer et idéaliser. Idéaliser, c'est attribuer des qualités à quelqu'un qui ne les a pas, c'est-à-dire que vous les fantasmez totalement, vous les inventez, du coup ce qui conduit inéluctablement à la déception, mais aussi c'est à votre dépens, parce que idéaliser, c'est mettre sur un piédestal, et si l'autre est sur un piédestal, vous êtes en bas du piédestal. Donc ça implique une dévalorisation pour vous. Alors que si vous êtes dans l'admiration,
l'admiration, on peut tout à fait admirer quelqu'un, admirer le talent de quelqu'un, sans pour cela se dévaloriser soi-même. Voilà. Donc, les caractéristiques du jumeau perdu, hyperactivité cérébrale, insécurité forte, difficulté dans la vie affective, perte brutale entre 18 et 20 ans d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, d'un amoureux, d'une amoureuse, ou rupture fracassante, dont on a du mal à se relever, qui va durer très longtemps au niveau du traumatisme, une générosité un peu exagérée, une droiture, de l'engagement. Alors on va retrouver le profil HPE bien évidemment au travers de ce profil-là. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où l'autre représente le moi idéal, alors en psychanalyse on appelle ça l'idéal du moi, c'est une version de moi idéale. Je ne vais pas dire idéal, dans la meilleure version de moi humaine. Voilà. Et bien, si j'ai perdu mon jumeau ou ma jumelle, je vais endosser cet idéal du moi et ça va faire de moi une personne qui est un peu poussive dans tous les aspects du caractère. C'est-à-dire très généreuse, très droite, très bienveillante, très empathique, tout est hyper, super. Donc en psychanalyse, on va parler de faux self quand on se dévalorise. Moi, dans ce profil-là, je vais parler de super self, c'est-à-dire qu'on endosse un super self et qu'on est obligé d'être des super-héros. Alors des Wonder Woman, des Superman, qui sauvent les autres, qui sont à l'écoute de tout le monde, qui rendent service à tout le monde, etc. Et au bout du compte, tout ça pour essayer d'incorporer, de faire exister cette partie manquante en soi, et une espèce d'obligation intérieure d'être parfait. Mais je vous assure que la perfection, elle existe. Hein. Si vous regardez un peu la biologie de près, même l'énergétique, hein, la science, la biologie, etc., nous sommes une machine parfaite. Et c'est une insulte je trouve, à l'humain, à la machine merveilleuse que nous sommes, de dire que je suis imparfaite, personne n'est parfait. Ben, je suis désolée, moi je trouve que l'humain est parfait, la nature est parfaite, tout est parfait, tout est à sa place, tout est juste. Et que justement, on devrait un peu avoir plus de respect pour cette machine incroyable qu'est l'être humain, son cerveau, sa biologie, enfin tout ce qui nous compose et tout ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Alors c'est vrai que cette absence de conscience nous invite à ne pas nous respecter et à ne pas prendre en compte même le respect de notre corps physique, hein, manger sain, pas utiliser de drogue ou de choses, de mettre dans ce corps des choses toxiques pour nous, hein, qui détruisent, fumer aussi par exemple. Alors c'est intéressant de se pencher un peu sur la question de la perfection biologique dans laquelle on évolue. Et donc pour le syndrome du jumeau perdu, je reviens sur ce sujet, il est fondamental de régler ce problème de perte, de se réparer. Alors les outils de programmation, de déprogrammation, nous on fait ça avec le transfert quantique, mais on peut faire ça avec le mouvement oculaire, ça marche très très bien, sont les outils adaptés pour régler ce genre de problème. Et on voit derrière le règlement de ce problème fondamental arriver le bon partenaire, le bon amoureux ou la bonne amoureuse. Et je me réjouis régulièrement de voir les patients qui souffrent de ce syndrome du jumeau perdu, après règlement de ce problème, me présenter ou rencontrer la bonne personne, voilà, avec qui ce jeu de souffrance, de séparation se stoppe définitivement. Voilà, avec qui on peut construire, avec qui on peut se sentir en sécurité. Et comme je dis toujours, hein, quand c'est la bonne personne qui s'emboîte idéalement dans votre cœur, il n'y a pas d'effort à faire. Hein, voilà. L'amour, c'est pas un jeu d'effort, c'est pas un jeu de concession. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le couple, mais l'inconscient ne fonctionne pas avec des concessions, il fonctionne avec des compromis, même si ça apparaît à l'extérieur, quelquefois très particulier. Mais je vous assure que la nature est vraiment parfaite. Ouais, et la psyché aussi. Donc, à tous ceux qui ont l'impression d'être à la recherche de leur double ou qui souffrent de ne pas rencontrer la bonne personne, il y a des solutions.
Il faut persévérer. Et il faut pas... c'est pas une question de hasard ou de choix ou de mauvais choix. C'est une question de programmation. Vivez-vous comme un ordinateur avec des programmations. Faites une mise à jour de vos programmes. Et peut-être que l'amour frappera à votre porte, mais sur un modèle simple, partagé et pérenne. Merci.